Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des acteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. Je suis Armelle Solélac, fondatrice de Switch et spécialiste de stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises. Tous les dimanches, avec Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, nous avons le plaisir d'animer ce podcast. Pour cette 5e saison, avec nos invités prestigieux, nous allons faire un pas de côté pour regarder en arrière, afin de mieux aller de l'avant. En effet, cette saison est entièrement consacrée aux personnalités audacieuses de l'outdoor et du tourisme. Elles et ils ont fait preuve de courage et ont pris tous les risques. Elles et ils ont ouvert des voies pour nous. Aujourd'hui, nous revenons avec eux sur leur parcours, sur leurs sources de fierté, sur leurs erreurs et sur le regard qu'ils portent sur l'avenir de leur industrie. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Jean de la Roche-Brochard. Salut Jean. Salut Armelle. Alors Jean, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes un peu précurseurs de la tournure qu'a pris ensuite ta carrière professionnelle? Je sais pas, est-ce que bordélique c'est un signe précurseur? Est-ce que le fait que j'étais un cancre à l'école c'est un bon signe précurseur? Je sais pas trop. Non, il y avait pas de signe précurseur. Il y avait surtout des mauvais signes au démarrage quand même. Pourquoi tu dis des mauvais signes? Je dis des mauvais signes parce que moi j'étais pas heureux à l'école, j'avais pas beaucoup de copains, j'étais très introverti et en fait pendant des années j'ai laissé le temps passer, tu vois, de manière assez passive. Et donc pour moi mes 20 premières années ou plutôt je dirais mes 15 premières années ne sont pas été des années très très florissantes, elles n'ont pas été malheureuses mais elles n'ont pas été heureuses. Mes parents ont divorcé, voilà, on a bouché de quartier en quartier. Et j'avais pas un souvenir mémorable, pour être honnête. Ouais, cela dit, si tu regardes les grands entrepreneurs de ce monde, en général, c'était pas tous des cracks à l'école, tu vois. Ouais, tu sais, on aime bien raconter quelque chose, donc je suis sûr que c'est génial de sortir l'histoire du cancre qui s'en sort à la fin. Après, il y a aussi beaucoup de gens qui ont fait de très grandes études et qui réussissent extrêmement bien, donc tout se vaut. Tout à fait. Bon, alors raconte-nous un peu ta carrière. Comment est-ce qu'elle a commencé? Alors, en fait, si tu prends les phases, elles se divisent en 3-4. Il y a une première phase qui est une phase 0-16 ans, où là, je suis en mode automatique, j'attends que le temps passe. Puis à 16 ans, il se passe un truc, c'est mon père qui me demande de faire son site internet pour son restaurant, parce que c'est son comptable qui lui a fait le premier, ça lui a coûté très cher, 30 000 francs. Et il me dit, écoute Jean, faire un site internet, ça doit pas être très compliqué, tiens, voilà un bouquin, parce qu'à l'époque, on apprenait sur les bouquins. Voilà un bouquin, lis ça, et puis fais-moi mon prochain site internet. Et donc j'ai fait un site internet pour lui. Et puis après, il m'a parlé d'un truc qui s'appelait Google AdWords, où à l'époque, j'ai acheté le mot-clé restaurant Paris pour 5 cents du clic, et ça nous rapportait pas mal d'argent. Et puis, on louait et on sous-louait des appartements. Et puis, j'ai lancé la succursale française d'un service de conciergerie de luxe qui s'appelait Quinten Century, qui était basé à Londres. Et puis, je travaillais à la Société Générale le samedi matin. J'avais une petite association à la Sorbonne, là où j'étais étudiant. Et en fait, si tu regardes, pendant cette période-là, je foutais rien comme avant à l'école, j'étais toujours aussi mauvais, mais au moins, à côté de ça, je découvrais des trucs. Et puis, je bossais aussi dans le restaurant de mon père, au service, et ça a été plein d'expériences qui m'ont forgé, qui m'ont formé. Puis à un moment donné, donc ça, c'est cette deuxième phase, je dirais, de 16 à 25 ans. Et puis à 25 ans, j'ai été diplômé de l'université. Alors 25 ans, c'est tard, mais quand t'as redoublé ta seconde et redoublé ta 3e année de fac, forcément, tu te traînes, quoi. Et là, je me suis dit, il faut que je suive la voie. Donc la voie, c'est quoi? T'as fait un master de corporate finance. Tu vas envoyer ton CV à toutes les boîtes de corporate finance qui existent à Paris. Et donc j'ai envoyé 100 CV, 100 lettres de motivation, évidemment insipide, tu vois, pas très personnalisé, pas très recherché. Et j'ai eu 2 entretiens. Le premier à la Société Générale pour l'équipe Equity Research. Je pense qu'ils se sont vite rendus compte qu'ils s'étaient gourés dans la sélection de mon CV parce que j'avais rien à foutre là par rapport aux autres candidats. Et puis une autre boîte qui s'appelait Avenir Finance, qui faisait des introductions en bourse à l'époque, puis ensuite qui a pivoté sur la levée de fonds au moment de la crise des subprimes. Et eux, ils étaient à la bourse sur leur recherche de stagiaires. J'ai débarqué comme une fleur et ils se sont dit, bon tiens, on en a un là, on le tient, on le prend.
Et c'était janvier 2008. Janvier 2008, finance, pas trop la bonne période, quoi. On arrive, on est au cœur des subprimes, c'est la merde. Et ça, donc c'est cette troisième phase qui est la phase banque d'affaires où pendant 2 ans, j'accompagne des entrepreneurs à lever de l'argent, puis je le fais à mon compte, puis je le fais chez un mec qui s'appelle Pascal Mercier. Et puis à la fin de ces 6 ans, je me dis en fait, j'ai plus envie de lever de l'argent, j'ai plus envie d'accompagner des entrepreneurs à lever de l'argent, j'ai envie d'être de l'autre côté de la barrière qui est celle des investisseurs. Et la raison pour laquelle je voulais sauter du côté investisseur, il y avait 2 raisons. La première, c'est parce que j'en avais marre de lever de l'argent pour des entrepreneurs dans lesquels j'investirais pas forcément. Et donc, tu as une nécessité d'abnégation quand tu es dans ce métier de la banque d'affaires qui fait que tu dois être beaucoup plus motivé par l'appât du gain que le cœur de ce que font les entreprises que tu accompagnes. Pas toutes, mais parfois, c'est avec certaines. Et moi, je pouvais plus. Et 2, parce que j'avais accompagné une boîte en particulier qui s'appelait Capitaine Train, dans laquelle je croyais énormément, pour laquelle j'avais trouvé que les investisseurs n'avaient pas été très très bons sur ce sujet-là. Et je m'étais dit, mais moi, en fait, je suis sûr que je peux faire le même métier qu'eux et le faire mieux. Donc, il n'y a pas de raison que j'essaye pas. Et donc, j'ai postulé dans toutes les... Enfin, pas chez tous les fonds, mais chez quelques fonds, chez quelques copains. Je me suis fait recaler d'à peu près partout. Et puis, j'ai rencontré Oussama, Alice et Nicolas, qui étaient les fondateurs de The Family, un accélérateur de start-up, en 2013. Et je les ai rejoints en septembre 2013, et ça a duré 2 ans. Et donc, en fait, cette phase chez The Family, c'est un peu une phase transitoire qui est le pont entre le moment où je faisais de la levée de fonds et le moment où j'ai rencontré Xavier Niel et je suis arrivé chez Kima Ventures. Surtout qu'en 2013, quand j'ai rejoint The Family, je m'étais dit, putain, le mec qui s'occupe de Kima Ventures, il a vraiment le meilleur job du monde. Et en me disant que je l'aurais jamais, parce que c'était trop iconique à mes yeux. Et quand j'étais chez The Family, j'ai accompagné de nouveau cet entrepreneur, Jean-Daniel Guillot, dans la levée de fonds de Capitaine Train. À ce moment-là, j'ai écrit à Xavier Niel un email à froid pour lui proposer d'investir. Et c'est comme ça qu'on a un peu fait connaissance par email. Et puis j'ai continué de lui envoyer des deals pendant les 6 mois qui ont suivi. Et au même moment, Jérémy Bérébi, qui s'occupait de Kima Ventures, qui est mon prédécesseur, était en train de partir. Et donc, j'ai rencontré Xavier. Xavier m'a proposé le job et je suis arrivé chez Kima Ventures en septembre 2015. Donc, en fait, les 4 phases, c'est vraiment une première phase hyper passive de 0 à 16 ans. Après, une phase bordélique créatrice de 16 à 24-25. Ensuite, je pense une phase de maturation de 25 à 30, 24-25, ouais, jusqu'à 31. Puis ce rebond avec The Family et qui m'emmène chez Kima Ventures il y a 9 ans maintenant. Et alors du coup, comment tu vois la phase d'après ? En fait, c'est difficile d'imaginer une phase d'après parce que quand tu as vu un job et tu t'es dit que c'était le meilleur job du monde et que tu finis par l'avoir, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière ? Moi, je pense que j'ai plusieurs chances. La première, c'est que je travaille avec un garçon qui a un modèle du genre à plein d'égards, qui est généreux, qui aime le risque, qui en fait, quand on lui propose des initiatives, est plutôt partant. Donc, dès lors que tu travailles avec quelqu'un qui a les moyens, qui aime le risque et qui fait confiance, pourquoi est-ce que tu voudrais aller bosser ailleurs ? Les seules raisons, ce serait soit pour changer radicalement, mais vraiment radicalement de vie, soit parce qu'à un moment donné, tu t'es rendu compte, malgré les 10 années passées, qu'il y avait un truc qui collait pas du tout entre vous. Et aujourd'hui, moi, je viens de passer une première phase, je dirais, de 10 ans avec chez Kima et avec Xavier. Et là, j'ai plutôt l'impression de m'inscrire pour la prochaine décennie. Donc, je te dirais, on fait le point dans 10 ans, quoi. Mais pour l'instant, je suis là et j'ai pas l'intention d'aller ailleurs. Ça marche. Alors, rendez-vous dans 10 ans. Mais d'ici là, si tu regardes encore un tout petit peu dans le rétro, qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis que tu bosses ? Ce qui m'a le plus marqué depuis que je bosse, c'est difficile parce que qu'est-ce qui te marque ? Est-ce que c'est des gens ? Est-ce que c'est des secteurs ? Est-ce que ça peut être plein de choses. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai toujours fait les choses avec beaucoup d'énergie et d'entrain et d'envie. Et je pense pas qu'il faille faire quoi que ce soit si tu mets pas de la bonne volonté. Et donc, je suis assez surpris des gens qui n'en mettent pas et des gens qui en mettent énormément. Et t'as quand même une grande partie de la population qui est probablement à la fois malheureuse dans son travail et en même temps a pas trouvé cette flamme en elle, tu vois. Donc c'est la flamme. Je pense que c'est ça qui me marque. Moi, je suis quelqu'un qui a la flamme, quoi. J'ai envie, ça me donne de l'énergie. Je suis heureux quand je travaille. Et j'ai toujours cherché à progresser, à me dire est-ce que aujourd'hui je suis meilleur que la veille ? Est-ce que j'ai appris quelque chose par rapport à la semaine ou au mois précédent ? Et est-ce que je progresse dans ma pratique ?
Et donc ça, c'est vraiment, c'est ça qui m'a marqué. Et qu'est-ce qui m'a marqué aussi, c'est les gens, en fait, aiment pas trop le risque. Ils trouvent le risque, la notion de risque semble quelque chose d'énorme. Je sais plus dans quel sitcom débile, à un moment donné, un mec dit, il dit quelque chose du type l'argent n'est qu'une information, tu vois. Je sais plus, c'était un truc, ça n'avait aucun sens. Mais ramener au risque, c'est exactement la même chose. Le risque, ce n'est qu'une information. Oui, tu peux échouer. Oui, ça peut avoir des conséquences importantes. Mais est-ce qu'il y a il y a peu de risques qui sont vitaux, en fait. Les risques que tu prends, c'est des risques qui sont parfois irréversibles, mais dont l'impact sur ta santé, ta vie, la finalité de ce que tu vas faire est extrêmement faible. Et si tu prends pas ces risques, franchement, en fait, tu vas pas saisir les opportunités. Moi, quand j'ai rejoint The Family, j'ai arrêté la banque d'affaires. Ma femme est enceinte de notre 3e enfant, elle travaillait pas, on n'avait pas d'argent de côté, j'étais à découvert et je savais qu'ils avaient pas de quoi me payer 3 mois plus tard. Je me suis dit, je prends le risque parce que si ça marche pas, c'est pas grave. Je ferai autre chose. Je recommencerai. La pire chose qui peut t'arriver quand tu prends un risque, c'est d'échouer. Et une fois que tu as échoué, qu'est-ce qu'il faut? Faut rebondir. Alors évidemment, si tu échoues 10 fois d'affilée, il faut te poser la question de la manière dont tu prends des risques, que probablement que tu t'y prends pas très très bien. Mais ouais, les gens ont peur de prendre des risques. Et pourtant, c'est ça qui fait avancer. Et justement, si tu regardes un peu dans toutes les anecdotes professionnelles que tu as pu avoir, est-ce qu'il y en a où tu as eu particulièrement du risque et qui t'ont marqué? Moi, mon métier, c'est quand même de prendre des risques tous les jours. Et des risques qui sont, j'ai de la chance, atténués par le fait que les quelques succès qu'on a sont exceptionnels et donc rattrapent les conneries que je vais faire. Il m'est arrivé d'investir beaucoup d'argent dans des boîtes qui ont pas fonctionné ou qui étaient au bord de pas fonctionner et qui finalement ont réussi. Et ça, ça crée une anxiété assez importante. Quand tu mets 100 fois 150 000 euros, c'est sûr que les premières paumes, elles font pas plaisir. Mais après, ça fait partie du modèle, c'est pas grave. Quand tu mets 5, 6, 7 millions d'euros dans une boîte et qu'à un moment donné, tu te rends compte qu'elle est au bord de la faillite et que ça va jouer à rien, là, franchement, t'es en stress. Et il y a rien que tu puisses faire pour pas être en stress parce que c'est une somme importante. C'est une somme qui t'a été confiée par, dans mon cas, la plupart du temps par Xavier. Et en fait, t'as pas envie d'échouer face à des sommes de ce montant-là. Alors, il est sympa parce que il est philosophe. Il te dit, ouais, mais bon, c'est le métier. Si tu perds pas un gros ticket par-ci par-là, c'est que t'as pas fait le métier. Certes, mais en fait, comme les échecs arrivent souvent plus vite que les succès, en termes de balance, tu vois, intermédiaire, c'est moyen, quoi. Donc, ouais. C'est quelques moments de stress et puis évidemment tu te refais le film. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Comment est-ce qu'on aurait pu faire les choses différemment, mieux? Et il y a toujours une manière de faire les choses mieux. Donc voilà, tu te flagelles un petit peu, c'est normal. J'aime bien que tu parles de ça de cette manière. Dans ton livre, tu dis que tu es organisé comme une machine tout en vivant comme un humain. Est-ce que tu peux nous partager un peu tes meilleures recommandations et peut-être expliquer aux auditeurs comment être la meilleure version d'eux-mêmes? Ce que je te disais, c'est que des 0 à 16 ans, moi j'étais en mode passif automatique. Après, c'était créatif bordélique, mais toujours de manière un peu automatique. Et j'ai peut-être une chance, c'est que j'ai une défiance à l'autorité qui est extrêmement forte. Cette défiance à l'autorité, elle s'est accentuée le jour où j'ai eu le job de mes rêves, parce qu'à ce moment-là, mon agenda a pris l'autorité sur moi. Parce que tout d'un coup, quand tu t'occupes des investissements start-up de Xavier Niel, t'as plein de nouveaux meilleurs amis qui arrivent. Les gens te sollicitent tous, ils veulent tous l'argent de Xavier, ils veulent tous te présenter leur start-up, ils veulent tous déjeuner avec toi, ils veulent tous passer 1 heure à te pitcher leur truc et tout. Si tu te laisses happer par ce flux entrant, en fait, t'es foutu. Et moi, avec cette défiance à l'autorité et tout d'un coup, mon agenda qui avait l'autorité sur moi, ça m'a rendu chèvre. Et donc, au fur et à mesure, j'ai mis en place des règles, des routines, des choses qui ont permis de reprendre le contrôle sur mon quotidien. D'où cette phrase de être organisé comme une machine pour vivre comme un humain. Pour moi, les quelques grands principes, c'est que ton quotidien doit être fait d'intentionnalité. Si tu ne mets pas d'intention dans ce que tu fais, tu ne vas pas réaliser ce sur quoi tu es en train de bosser, le temps que tu y passes, pourquoi tu y passes ce temps-là, quel est l'objectif que tu cherches à atteindre. Les gens, souvent, de la manière qu'ils se mettent en mode automatique, ils vont commencer leur journée de travail en pensant à quand est-ce qu'elle se termine. Et moi, je pense ma journée de travail en me disant qu'est-ce que je vais accomplir aujourd'hui. Et pour moi, c'est ça qui est important. Et cette intentionnalité dans l'accomplissement, elle est nécessaire. Le problématique que tu as, c'est qu'il y a tout ce que toi, tu as envie de faire, il y a tout ce que le monde a envie de faire de toi. Mais c'est difficile parce que ce que le monde a envie de faire de toi, tu le maîtrises pas. Donc, il faut que ton agenda, ton quotidien, ta vie soit organisée pas autour d'un périmètre complet,
occupé avec plein de rendez-vous, de choses à faire, etc., mais que tu sois toujours, moi je dirais, entre 75 et 80% de capacité. Et le fait d'être organisé à 80% de capacité fait que tu vas pouvoir absorber les 20% restants qui sont toutes les urgences, toutes les petites merdes qui vont tomber sur toi. Il y a ça. Ensuite, on est efficace. Tout le monde est efficace dans le flow. Le flow, ça veut dire que on est en train d'échanger, toi et moi maintenant. Si je commence à regarder WhatsApp d'un côté, mes emails de l'autre et je ne sais quoi, je vais pas m'en sortir, quoi. Le matin, quand tu te poses, si tu es plutôt efficace ou productif le matin, tu coupes tes notifications, tu te mets sur tes emails, tu descends tes emails. Et tu fais pas un peu d'email, un petit coup de fil, un petit machin. Il faut des moments pour des appels, des moments pour des emails, des moments pour des rendez-vous. Et moi, par exemple, avant, je faisais des rendez-vous de 45 minutes, 1 heure quand j'ai commencé chez Kima. Et puis ces rendez-vous sont transformés en rendez-vous de 30 minutes. Aujourd'hui, je fais des rendez-vous de 20 minutes et la plupart du temps, en 15 minutes, ils sont terminés. Et ils sont terminés parce que je pense que ces 20 minutes créent une intensité dans le rendez-vous qui met tout le monde... ça nous synchronise très très vite. Moi, je trouve ça extra. Et donc, il m'arrive le lundi de m'enchaîner 8-9 rendez-vous d'affilée, pareil le mardi. Et donc, on est mardi soir et j'ai déjà fait 20 rendez-vous dans la semaine. Et ça, c'est ouf. Donc, intentionnalité, maîtrise du temps, un périmètre pas complètement occupé parce qu'il faut laisser du temps libre aux urgences et aux merdes qui vont te tomber dessus. Et après, chacun fonctionne de manière différente. Et enfin, tout le monde nous le dira. On ne se transforme pas à coup de grands plans, de grandes idées. Ça, c'est des conneries. C'est bon pour les hommes politiques qui ont besoin de faire des annonces à la télé. On change par petits pas. Donc, il faut aller chercher des améliorations incrémentales et les unes après les autres, en fait, ça fait un tout. Et moi, je pense avoir amélioré 15 choses dans ma vie qui font que je suis beaucoup mieux organisé qu'avant. Après, j'ai des défauts énormes. Je vais avoir une tendance à me concentrer sur des objectifs, sur des choses qui sont palpables, chiffrées, qui ont un impact sur le travail, etc. Et s'il faut que je remplisse un formulaire pour l'entrée des enfants dans un summer camp américain, je vais faire la dernière page du formulaire à l'avant-veille de la date limite, alors que ça fait 4 mois que je le sais, tu vois. Et ça, c'est terrible. Ma femme va me dire tiens, ce soir je vais dîner avec des copines, est-ce que tu peux lire le 6e chapitre de tel bouquin avec Adèle? Je vais lui dire oui à peu près 5 fois dans la journée, et le soir même je vais lui dire écoute, tu vas pas me le répéter une 6e fois quand même, j'ai compris. Elle va revenir le soir en me demandant comment ça s'est passé et j'ai oublié de le faire parce que l'école pour moi m'a laissé un tel traumatisme que je n'y arrive pas, quoi. Ça me fait un blocage. Et en fait, quand tu vois tous tes défauts, ce qu'il faut, c'est regarder aussi ceux qui créent du tort aux gens autour de toi et comment est-ce que tu y pallies. Et puis, il faut aussi accepter ses limitations. Moi, j'avais des grosses migraines avant de faire du sport il y a 1 an. J'en ai plus. Quand j'avais des grosses migraines, je pouvais m'arrêter une demi-journée, annuler tous mes rendez-vous, tout arrêter. Tu vois, et c'est pas grave. Et le monde, en fait, tu te rends compte qu'il continue de tourner. Et le fait de m'être rendu compte qu'il continue de tourner fait qu'aujourd'hui, si j'ai pas l'énergie, ça va pas, ou j'ai des trucs en retard et tout, c'est pas grave. Je prends mon agenda, je déplace tout en bloc à un autre moment. Je respire un bon coup, je vais faire ce que j'ai à faire et je reviendrai à mon quotidien après. Et le monde n'a pas besoin de toi, le monde il tourne sans toi. Moi je disparais demain, Kima aura un remplaçant immédiatement qui sera Alexis avec le reste de l'équipe et dans 2 mois tout le monde m'aura oublié. C'est pas grave. Belle leçon d'humilité. Toujours dans le chapitre humilité, si tu regardes un peu ton parcours, est-ce que tu as l'impression que tu as fait une grosse erreur et surtout qu'est-ce que tu en retiens? Je fais une grosse erreur d'association. Ouais. T'as envie d'en parler? Je peux pas rentrer dans des grands détails, mais on sait que chez nos entrepreneurs, dans les startups, il y a 2 causes principales qui font l'échec des boîtes. C'est les entrepreneurs qui se mettent sur la gueule, donc des fondateurs qui s'engueulent, c'est normal. Et puis des boîtes qui tout simplement trouvent pas ce qu'on appelle le product market fit. Donc c'est tout simple. Ils cherchent et puis ils trouvent pas. C'est pas grave. Moi, je me suis associé à un moment donné sans faire le travail de réflexion profond et nécessaire à cette association-là. J'y suis allé de manière assez instinctive, de la même manière que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais c'est pas parce que ça avait fonctionné avec Xavier et dans beaucoup d'autres cas que ça fonctionne à tous les coups. Donc, à la fois, j'ai suivi le pattern avec lequel j'ai tout fait dans ma vie jusqu'à présent et donc je le regrette pas. En même temps, je regrette qu'à un moment un peu important où cette association avait quand même certains impacts, il aurait fallu que je me pose les bonnes questions et je l'ai pas fait et je le regrette. Et à contrario, si tu regardes un peu tes grands accomplissements ou tes grandes satisfactions, de quoi est-ce que tu es le plus fier? Je sais plus à quel moment je parlais de ça, à qui exactement, mais il y a quelques années, j'ai un copain qui m'a offert un bouquin qui s'appelle le petit livre d'Ikigai. Tu sais, on est marqué par des anecdotes souvent quand tu lis un bouquin. Moi, ce qui me marque, c'est ce patron de salon de thé qui sert son thé matcha tous les jours depuis 20 ans
avec la même volonté, la même envie, la même attention aujourd'hui que la semaine dernière, le mois dernier, l'année d'avant et les 10 ans d'avant. Et avec même une meilleure maîtrise. Et moi, j'ai trouvé mon ikigai, tu vois. Ça fait 10 ans que j'accompagne des entrepreneurs et tous les jours, je me demande comment je peux le faire mieux, différemment, et j'y trouve toujours énormément de plaisir. Les gens me demandent, t'en as pas marre de faire 100 deals par an? Ben non, j'en ai pas marre en fait. J'adore faire 100 deals par an. Ça me nourrit. C'est quelque chose d'extrêmement gratifiant. Je fais plein de rencontres, des bonnes, des mauvaises, des moyennes, peu importe. Mais je me nourris que du positif de toutes ces rencontres-là. La chose dont je suis le plus fier, c'est d'avoir trouvé une activité dans laquelle je pense être bon et dans laquelle j'y mets du cœur, tu vois. Et en fait, c'est génial de pouvoir faire ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu du processus entre le moment où tu reçois un premier contact pour une levée de fonds, un moment où le dossier arrive sur ton bureau, et le moment où vous financez ou refusez éventuellement? Je sais que c'est très court chez Ekima, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ce processus? Donc, on va recevoir beaucoup d'emails avec des gens qui vont nous pitcher leur boîte. On a des contacts communs qui vont nous envoyer des entrepreneurs qu'ils ont rencontrés ou qui sont en train de regarder. Et puis, on a notre réseau aussi d'entrepreneurs et autres. Et puis, on va aussi regarder ce qui se passe avec des scrappers, ce qu'on appelle sur LinkedIn, pour voir les entrepreneurs qui se lancent. Et généralement, comme ce travail-là, tout le monde le fait dans l'écosystème, finalement, tout le monde finit par savoir quels sont les deals qui sont en cours et tout. Bon, nous, notre job, c'est de pas arriver trop tard sur les deals. Le job d'un investisseur, c'est pas de faire des bons deals. Si, c'est évident de faire des bons deals, mais son job numéro 1, c'est pas de faire des bons deals, c'est de voir tous les deals. Si tu as vu tous les deals, t'as rempli ta première fonction d'investisseur. Ta deuxième fonction d'investisseur, c'est une fonction de sélection, et ta troisième fonction d'investisseur, c'est une fonction d'accompagnement. Et à la fin, si tout va bien, les boîtes un jour se vendent et tu gagnes de l'argent. Sur la partie sélection, en fonction des stades dans lesquels tu es, plus la boîte est à un stade avancé, plus ton degré d'incertitude diminue. Nous, au stade auquel on est, qui est ce qu'on appelle pré-amorçage, amorçage, pré-seed seed, le degré d'incertitude est énorme. Et donc, se dire, je vais essayer de combler tous les doutes que j'ai sur une boîte, sur un marché, sur un entrepreneur, etc., c'est complètement illusoire. Donc, on va regarder vraiment, en gros, deux aspects. C'est le marché. Est-ce que ça nous parle? Est-ce que ça nous plaît? Est-ce qu'on se pense qu'il y a de la place? Est-ce que l'opportunité, en fait, nous attire? Et 2, les entrepreneurs qu'on a en face de nous. Est-ce qu'on pense que ces entrepreneurs qui ont les caractéristiques, et je l'ai mis dans ma newsletter dernièrement, cérébrales et viscérales pour faire le job, quoi. Et donc, au début, t'as des critères, t'as une espèce t'as des patterns qui se créent de sélection, et puis au fur et à mesure, en fait, ça devient quasiment automatique. Il y a des entrepreneurs que tu vas croiser, tu vas dire, putain, j'adore. Ces entrepreneurs que tu vas croiser, tu vas dire, non, ça me saoule. Il y a tous ceux qui sont dans le ventre mou au milieu, où là, c'est un peu compliqué, parce qu'en réalité, comme ton coût d'opportunité est faible, tu vas mettre 150 000 euros, tu peux les perdre, mais si tu gagnes, tu peux gagner 10, 100 fois la mise. Du coup, est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il faut pas y aller? Alors, tu commences à te poser des questions qui sont des questions hyper cartésiennes de la valorisation, du potentiel, qui sont trop de questions par rapport au stade auquel tu es en pré-seed. Mais parfois, c'est quand même nécessaire pour essayer de prendre une décision. Et après, donc ça, c'est le stade du pré-seed. Mais tu as aussi le stade supérieur qui est le stade du seed. Et nous, depuis 2015, avec Xavier, on a toujours investi des tickets de 1, 2, 3 millions dans quelques entrepreneurs chaque année. Et ce stade du seed, c'est un stade sur lequel tu as le recul des 12 à 24 derniers mois de l'entrepreneur. Et donc, là, ce que tu essayes, c'est pas d'avoir une photo à un instant T, c'est d'essayer de dessiner le chemin de l'entrepreneur et de te dire, tiens, est-ce que cet entrepreneur, sur le marché sur lequel cette personne est et le potentiel, est-ce que tu penses qu'elle peut emmener ça très très loin? C'est comme un athlète que t'entraînerais, et au bout d'un an et demi, tu te dirais, est-ce que cet athlète, tu vois, c'est Olympic Material, quoi? Est-ce que ces gens-là peuvent faire les Jeux Olympiques? Nous, c'est pareil. Donc, on a vraiment ces deux stades précis où on va prendre des décisions extrêmement rapidement. Ça peut se faire en 15 minutes, ou en 60 minutes, en 1 heure. Et puis le stade de seed, là, tu vois, demain, je déjeune avec un entrepreneur, je vais y passer 2 heures. C'est parce que j'ai envie de creuser des trucs avec lui, j'ai envie qu'il me raconte, c'est important. Et là, ça peut durer 3, 4, 5, 10 heures avant de se décider à faire un deal. Et ensuite, c'est un process très chiant où on écrit une petite note, il nous donne la doc juridique, on regarde qu'il n'y a pas écrit trop de conneries, et puis on fait un virement, on prend nos parts, et après, faut s'accrocher parce que la route est longue et tortueuse. Et du coup, quel conseil est-ce que tu donnerais à un entrepreneur qui voudrait lever des fonds, particulièrement auprès de Kima? On va prendre 2 aspects. La première, c'est si tu ramènes le métier de l'investissement et la relation entrepreneur-investisseur à la vraie vie,
Dans la vraie vie, si tu veux connecter avec quelqu'un, la meilleure chose qui peut t'arriver, c'est qu'on te présente cette personne-là et qu'on te la présente en suscitant de l'intérêt. Donc, si t'as pas suscité l'intérêt via quelqu'un qui me dit tiens, tu devrais parler à tel entrepreneur, c'est une personne intéressante, etc. La probabilité que j'ai envie qu'on se rencontre est un peu plus faible que si tu me fais un call d'email. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la première interaction n'est pas une interaction qui vise à convaincre la personne. Si tu sais de convaincre la personne au bout de la première interaction, c'est lourd. C'est comme un mec ou une nana qui a envie de pécho sa date le premier soir, quoi. Tu vois, c'est pénible. Donc c'est pareil. Ton job, c'est d'avoir envie de déclencher un deuxième rendez-vous, la deuxième date. Tu vois, c'est ça le truc. Et ben là, tu cherches à ce que les gens, en fait, suscitent qu'ils ont suscité ton intérêt parce qu'on te les a présentés. Et là, tu veux que ça te pique. Tu veux que ça t'empêche de dormir. Tu vois, tu veux que ça te travaille. Et donc, tu demandes à l'entrepreneur de justement exprimer à la fois son caractère viscéral et son caractère cérébral. Caractère viscéral, ce que tu cherches, c'est des entrepreneurs qui ont de l'énergie, qui ont du rythme, qui ont la gouache, tu vois, parce qu'être entrepreneur, c'est dur, t'en chies, tu gères des emmerdes toute la journée, donc tu cherches des gens avec de l'énergie. T'as parfois des entrepreneurs qui ont moins d'énergie. Pour autant, ça veut pas dire qu'ils vont pas réussir, mais ça veut dire que la manière dont ils vont devoir ensuite pitcher leur fonction plus cérébrale, tu vois, doit être extraordinaire. Et si tu prends un exemple, par exemple, tu prends Jean-Charles et Charles, les deux cofondateurs de Alan, je pense que d'un point de vue viscéral, leur ambition s'exprime moins qu'un mec comme Alex Boisis, le fondateur de Deal, par exemple, mais tout ce qu'ils vont te raconter à côté est tellement exceptionnel en termes d'intentionnalité, de précision, d'ambition, de justesse, etc., que t'en oublies totalement le fait que, en fait, ils fonctionnent différemment que ce que toi t'aimes voir, t'aimes faire, c'est-à-dire des gens avec de l'énergie, quoi. Et donc cette partie cérébrale, tu cherches, c'est ce que je viens de te dire, de l'intentionnalité. Donc les gens, quand ils te disent des choses, en fait, il y a une origine, un objectif, un chemin, et c'est clair quand ils t'en parlent. Tu cherches à ce que ils te donnent des faits et des données qui soient précises, mises en perspective, qui racontent une histoire, et puis de l'intelligibilité. L'intelligibilité, c'est quand, en peu de temps, quelqu'un arrive à te raconter quelque chose que le commun des mortels ou tous les autres auraient mis 4 fois plus de temps à te raconter, et là, c'est beaucoup plus saillant, beaucoup plus prenant. Et moi, je dis souvent, un bon pitch, c'est quand, un très très bon pitch, un pitch exceptionnel, c'est quand le génie rencontre l'évidence. C'est quand on te pitch quelque chose auquel t'avais pas pensé avant, et quand on t'en parle, tu te dis, putain, c'est dingue ça. Et ça, c'est irrésistible. Et toi, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? C'est un garçon qui s'appelle Pascal Mercier, et c'était ma 3e aventure en tant que leveur de fonds avant de rejoindre The Family. Je débarque chez lui, je fais donc là on était 4 banquiers d'affaires à faire de la levée de fonds avec lui, et je commence à travailler sur un dossier, et à un moment donné on revoit le dossier sur lequel je travaillais, et j'avais essayé de m'adapter à la manière dont il faisait les pitch decks, les présentations. J'avais du mal à m'adapter parce que j'avais un style différent, très à moi, et donc on passe en revue la documentation, et je sens que Pascal est tendu et ça le crispe, et puis c'est mon premier deal, et donc ils doivent se demander mais putain, mais pourquoi j'ai embauché ce gars-là, bref. Et puis toi, comme tu es en position de faiblesse, ce que tu cherches à faire, c'est que tu cherches à compenser. Donc t'essaies de pas trop montrer tes faiblesses, de trouver des excuses, de dire je sais. Et à un moment donné, Pascal me dit, mais putain, mais dis-le que tu sais pas. Quand on sait pas, c'est pas grave. Les gens, ils sont contents de t'apprendre. Quand tu sais pas, tu le dis. Et donc, ça, c'est tout bête, hein, mais ça a été une leçon hyper importante pour moi. Dans de nombreux cas, je me retrouve dans des situations où les gens vont te demander un conseil. Le commun des mortels, en fait, a l'habitude de se dire, si on me demande un conseil, je dois une réponse. Mais ta réponse, peut-être, je ne sais pas. Et c'est pas grave. Et dans ce cas-là, tu vas aller chercher la ressource ailleurs, tu vas aller présenter à quelqu'un à une personne qui, elle, sait, mais pas la peine de meubler la conversation en faisant mine de savoir. En tant que pratiquant sportif, je crois que tu fais du triathlon, mais aussi en tant qu'investisseur. Les industries du tourisme et évidemment des sports et pratiquement des sports outdoor, elles ont énormément évolué ces 10 dernières années. Pourquoi est-ce que, d'après toi, il y a si peu d'investissement dans ces industries? Alors, c'est une bonne question, ça. Alors, c'est vrai que ça s'est beaucoup développé. Et d'ailleurs, il se serait bien de se poser la question pourquoi. C'est probablement les activités avec le meilleur ratio en termes de découverte, kiff. Je connais personne qui est allé se balader 1 heure en forêt et qui revient en disant « Putain, c'était chiant. » Tu vois, tout le monde revient en se disant « Ah, ça m'a fait du bien, ça m'a ressourcé, j'ai pas pensé à ci, ou alors au contraire, j'ai pu réfléchir, etc. » Et donc, le sport outdoor sert à ça. Donc,
Donc ça, c'est génial. L'autre chose, c'est que c'est pas toujours le cas malheureusement, mais tu peux t'en tirer avec quelque chose de bon marché, quoi, si tu te débrouilles bien. Donc c'est accessible. Et puis c'est sans limite. Putain, tu vois, on est tous enfermés, nous, dans nos bocaux, dans nos chambres de 15 mètres carrés, et nos apparts, et nos métros, et nos voitures, et nos trucs. Et en fait, il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'outdoor, quoi. Après, pourquoi est-ce que ça attire pas assez de monde, d'investissement? Nous, on a investi dans une boîte, par exemple, qui s'appelle Hardloop. Tu vois, on a investi dans une boîte qui s'appelle Baroudeur. Moi, j'aurais adoré investir dans une boîte qui s'appelait comme Strava, ou comme Komoot, ou comme Fatmap, ou je sais pas, mais le truc, c'est qu'en outdoor, ce que tu vois plutôt, c'est de l'équipement, quoi. Dans le venture, dans mon métier d'investissement, on investit beaucoup dans du digital, dans des boîtes tech, et on va peu se concentrer sur du matériel. Et en matériel, t'as quand même des énormes marques, tu vois, du Patagonia, du North Face, des trucs, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais aller faire la compète contre eux? Donc, si tu regardes, à mon avis, les chiffres, j'imagine que ça a dû un peu se développer, et je suis sûr que ça va se développer dans le temps. Il n'y a pas de raison que ça le soit pas. Mais après, combien de Strava tu peux créer et combien de marques d'outdoor tu peux créer? Je sais pas si on a énormément. Ce que je vois de plus en plus, en revanche, se créer, c'est plutôt les boîtes autour du service ou de l'événementiel autour de l'outdoor. Donc, de plus en plus de boîtes de touring, de plus en plus de lieux. Et donc, tu sais quoi? C'est à l'image de ce que c'est. L'outdoor, c'est un retour aux sources. Et il n'y a pas de raison que ce retour aux sources s'accompagne nécessairement d'investissements tech. Et d'ailleurs, c'est comme les restaurants, tu vois, les restaurants, c'est marrant, mais à San Francisco, tous les investisseurs de San Francisco, le nombre de bons restaurants à San Francisco était assez limité. Les investisseurs se sont décidés, en fait, à financer des restaurants, tu vois. Donc, le jour où les VC diront qu'à San Francisco ou en France ou je ne sais quoi, il n'y a pas ce qu'il leur faut en outdoor, en fait, ils feront ça, mais ils le feront pas ça d'une manière professionnelle, ils le feront ça comme un hobby, tu vois. Pour moi, l'outdoor, c'est un hobby, c'est une passion, et donc ça rentre pas dans les cases du quotidien de ce que je finance. C'est amusant que tu dises ça parce que pour le secteur du tourisme, il y a quelque chose d'assez parallèle. En fait, pour les politiques notamment, c'est une activité de loisir, donc c'est pas sérieux. Ah, c'est marrant ça. Et donc, on n'a pas de ministre du tourisme alors que c'est 2 ou 3 fois le PIB de l'agriculture, par exemple. On n'a pas de ministre ou on n'a pas de programme, de grands programmes touristiques, contrairement à d'autres secteurs d'activité, parce que souvent c'est perçu comme une activité de loisir, donc pas très crédible. Et puis le piège aussi, c'est que c'est des marchés extrêmement fragmentés. Hein. Tous les marchés fragmentés sont des marchés qui sont très difficiles à adresser. Bien, je vais pas abuser de ton temps plus longtemps, mais en dehors de Human Machine, ton livre, est-ce que tu aurais d'autres, soit films, soit séries, soit livres à nous recommander? Je sais pas, mais je vais vous donner un conseil plutôt qui se rapproche de ce que font mes enfants. Donc mes enfants, je leur demande s'ils préfèrent TikTok ou YouTube. Ils préfèrent YouTube parce qu'ils trouvent que c'est moins aléatoire que TikTok, qui les abrutit. Ça me fait plaisir qu'ils me disent ça. Et puis surtout, en fait, ils tapent le nom de leur passion, ils tombent sur des chaînes, ils regardent ces chaînes, et puis ensuite ils en trouvent d'autres, etc. Et donc il y a énormément de découvertes à faire en ligne qui sont intéressantes. Donc moi, mon conseil, c'est pas un livre en particulier ou un film, ou c'est se balader sur YouTube ou sur les plateformes de podcast, taper le nom de choses qui nous passionnent, et puis tomber dans le rabbit hole de ces passions-là, quoi. Et il y a plein de petites chaînes, de petits créateurs qui disent des choses hyper intéressantes, et moi, je trouve ça passionnant. Et quand je m'entraîne, je regarde beaucoup ce type de contenu pour m'inspirer. Merci beaucoup, Jean de la Roche-Brochard de Kima Ventures, d'avoir été notre invité pour cet épisode. Voici les 4 points clés à retenir. Le premier, c'est que la notion de risque semble toujours plus importante que sa potentialité de réalisation. Et il y a en fait très peu de risques vitaux. Donc, ne surévaluez pas vos risques. Le deuxième point, c'est que on ne se transforme pas à grands coups de plan d'action, mais plutôt par petits pas. Le troisième point, c'est que lorsque vous cherchez des fonds en pré-seed ou en seed, n'essayez pas à tout prix de vendre dès le premier contact votre projet. Tentez plutôt de susciter le désir auprès de vos futurs investisseurs. Et enfin, les 2 punchlines, si vous ne savez pas, dites-le, personne n'en mourra. Et la deuxième, ton quotidien doit être fait d'intentionnalité. Qu'allez-vous accomplir aujourd'hui ? Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu ? Alors soutenez-nous en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa sur votre application de podcast.
Cela nous aidera beaucoup pour faire connaître les épisodes et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez en découvrir de nouveau dans le tourisme et les sports outdoor ? Alors nous vous invitons à nous retrouver mercredi prochain avec un nouvel invité inspirant. Vous avez un projet en stratégie de marque ou un besoin en stratégie RSE ? Alors contactez-nous à info@switchconsulting.fr. À très vite sur Outdoor Minds.